Bonjour, loin de moi l'idée de vous pourrir votre samedi. Il est clair que les propos que Dieudonné Essomba va tenir face à la personne de Maurice Kamto et sa vision pour le Cameroun est peu honorable. Mais j'ai convoqué ici Aristide Mono qui a souvent les mots assez tendres mais très pertinents pour répondre aux hommes politiques, j'allais dire des intellectuels qui cherchent à défier ou alors à mal informer le peuple. Écoutez ce gros échange entre Monsieur Dieudonné Essomba et Aristide Mono. Kamto a montré aux Camerounais qu'avec l'opposition, on peut avoir pire que le régime actuel. Oui. Il a fait peur aux Camerounais. Ça ne m'étonnerait pas que ce monsieur ait marge dans les fiches de la sécurité pour détruire l'opposition au Cameroun. D'ailleurs, il y a même des rumeurs qui disent qu'on lui a donné l'argent pour ça. Qui ont? Donc, le gouvernement essentiellement fonctionne sur la base de la corruption. Vous l'avez accusé de diversion sur un plateau, oui, en soupçonnant qu'il serait de connivence avec le régime en mais place. bien sûr, mais les preuves sont là, non? En même temps, quand... Mais je dis, bon, qui d'autre a renforcé le vieux régime usé de l'IA comme Kamto? Il y en a quand même qui le saluent en disant que c'est depuis que Kamto est là qu'il y a une vraie opposition au Cameroun. Mais au contraire. Au contraire. La seule opposition qu'on a eu, on a eu une véritable opposition dans les années 90 avec les Fondis, les Ndamjo. C'était des vrais opposants. Avec des nuances diverses, avec des divergences dans les idéologies. Kamto n'a jamais été opposant. Kamto est beaucoup plus, se présente davantage comme une sorte de contestataire ethnique. Sa stratégie, c'était la stratégie de la rotation tribale du pouvoir. En tout cas, c'est l'impression qu'il a donnée à ses suiveurs. C'est comme ça que vous l'avez compris. Mais c'était clair. Est-ce que c'est moi qui fais le discours? C'est leur discours. La tontine. J'aurais dû naître concours pour boulot. Qu'est-ce qu'il avait à foutre? Dans leur tête, Aïdjo le Fulbert a géré au pays pendant 25 ans. Biyakan, il a bien mis trop de temps. 39 ans dans quelques jours. Il faut que Kamto le Bamileke soit là. Et c'est ce discours qu'il a fait à Val. L'opposition camerounaise a entretenu l'illusion de collaboration souterraine avec l'ordre dominant. Dans l'imaginaire populaire, tout ce qui est opposition ou homme politique de manière globale craint, ce sont des sujets à redouter au regard des différentes vagues de retournement des vestes observées jusque-là, au regard du taux très élevé de trahison des acteurs de l'opposition. Ça fait qu'aujourd'hui, le moindre geste qui, aux allures de collaboration ou de rapprochement avec le pouvoir ou l'institution, ou les institutions qui incarnent le pouvoir, est interprété par l'opinion comme une sorte de collaboration, comme une sorte de concubinage. Parce qu'on se pose la question, l'opinion, du moins une bonne partie de l'opinion se demande pourquoi est-ce que Maurice Kamto, personnellement, est allé au palais déposer effectivement un courrier. Et d'ailleurs, il y a cette île satirique du journal Le Popoli qui circule un peu dans les réseaux sociaux, qui dit nul n'échappe à la sardine. Voilà, en fait, donc, ce que je voulais montrer le degré de suspicion. Voilà, il y a un degré de suspicion assez élevé. Ce sont ces antécédents qui font en sorte que la simple présence de Maurice Kamto, opposant radical à l'ordre dominant, à la présidence de la République, soit interprétée comme un desserrement des rapports de force entre l'homme et le président de la République, entre son parti et le parti au pouvoir. Donc ce sont des antécédents légitimes d'ailleurs et réels, vérifiés, parce que je ne vais pas revenir comme ça sur le nombre de nomadisme ou de nomades qu'on a observé du côté de l'opposition depuis le retour au multipartisme. Le peuple a été toujours trahi par des opposants qui de temps en temps partent dealer avec l'ordre dominant. Seulement, il faut qu'on retienne qu'il y a une catégorisation
de l'opposition qui fait qu'on puisse extirper l'opposition intègre de l'opposition de la grande prostituée, c'est-à-dire cette opposition qui opère comme des prostituées de rue, c'est-à-dire cette opposition qui s'affiche, ces partis d'opposition qui s'affichent de manière publique avec l'ogre dominant, donc elle présente son amour à l'ogre dominant de manière spectaculaire. Il y a cette opposition de luxe qui s'en va plutôt opérer de nuit, c'est-à-dire dealer de nuit avec l'ogre dominant. Or maintenant, pour le cas du professeur Maurice Kamto, le président du MRC, c'est assez complexe. C'est assez complexe parce que jusque-là, la thèse qui est soutenue est celle de l'introduction d'une correspondance portant sur un sujet d'intérêt national. Et en l'occurrence, l'affaire Bakassi. Et pour le moment, nous n'avons pas encore des éléments de démenti de cette thèse-là, en dehors des suspicions sardiniques qui sont entretenues par une certaine presse. Mais pour le moment, personne ne nous a encore démontré que ce n'était pas effectivement cela. Et c'est pourquoi il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes. Mais ce qui, ma foi, me gêne, c'est la non-considération par le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun de la perception de l'opinion dans le geste. C'est assez important. Nous parlions de ça tout à l'heure en off, lorsque j'évoquais les approches de la post-vérité dans la construction de la vérité. N'est vérité que ce qui est réceptionné, perçu par les récepteurs de la vérité. C'est-à-dire que lorsqu'on veut poser un acte, il faut toujours se poser la question de savoir qu'est-ce que les bénéficiaires, les destinataires de cet acte construiront comme vérité dans l'affaire. Si le professeur Maurice Kamto avait intégré cela et considéré que nous sommes dans un champ politique assez vicieux, il allait peut-être agir autrement. C'est-à-dire où on capitalise les moindres erreurs pour vous abattre, des éléments pour vous abattre. Je vais vous dire une chose. Je suis souvent invité par des leaders politiques, des groupes politiques. Un leader politique du RDPC qui m'invite à son mariage. Alors, le simple fait de penser en seul instant qu'il peut y avoir des photos qui vont circuler sur les réseaux sociaux me fait prendre une autre décision ou rejeter l'invitation. C'est pas bien, mais c'est la triste réalité à respecter. Lorsque par exemple un membre du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun m'invite à son événement, à son baptême, j'ai effectivement soif, mais je ne peux pas aller étancher ma soif parce que j'ai peur que souterrainement quelqu'un puisse prendre une photo qui va se balader et dire que leur amour est déjà assez prononcé jusqu'à ils se fréquentent dans l'intimité. Donc il faut toujours tenir compte de la perception des masses de ce que nous faisons. On peut être de bonne foi, mais si la masse intègre cela comme un acte de trahison, alors, ça sera difficile. Ce que vous nous dites, docteur Aristide Mono, c'est que puisque la lecture, ou du moins l'approche qu'on a du côté du MRC, c'est que le président Maurice Kamto s'est élevé, pose un problème d'État au chef de l'État, et lui-même qui se positionne pour être chef d'État. Ça, c'est la lecture qu'on a au MRC, cette élévation en quelque sorte. Effectivement, ce sont des lectures profanes, mais qui sont à considérer. Parce qu'en fait, dans un État normal, on n'a pas à discuter de la présence d'un citoyen dans une institution comme la présidence de la République. C'est une institution qui nous revient à nous tous. Le président de la République, au-delà d'être un adversaire politique, est un administrateur de la République. Il administre la République. Et tout le monde qui veut apporter sa part de contribution peut se rapprocher de lui. Seulement, et c'est ce que je reproche au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, au professeur Maurice Kamto, c'est d'avoir négligé la capitalisation de ce geste par ses adversaires politiques. Peut-être, ça c'est sous réserve de la pertinence de la thèse du dépôt d'une correspondance portant sur une question d'intérêt national. Il a peut-être privilégié l'intérêt national tout en mettant en difficulté l'image de son parti et son image. Parce qu'aujourd'hui, il est difficile
d'expliquer ou de convaincre les masses de ce que cela ne ressemble pas à un rapprochement avec l'ordre dominant. Lorsqu'on te voit dans des encablures de la présidence de la République, des encablures du pouvoir, à un meeting du RDPC, même si vous êtes là peut-être en tant que journaliste, on va estimer que vous êtes venu pour chercher votre part de sardine. Donc il faut intégrer cette perception de la réalité par les masses dans nos agissements. Et Donald Trump, par exemple, a compris ces approches de la post-vérité. C'est-à-dire une vérité que ce que la population pense être vérité. C'est-à-dire, lorsqu'il dit par exemple, le virus du corona, c'est le virus chinois. Ce n'est pas parce qu'il est convaincu que c'est un virus chinois. C'est parce qu'il veut tout simplement prendre pour vérité ce que sa population, sa masse électorale pense être vérité. Donc, il faut tenir compte de ces perceptions dans l'agir politique. On n'agit pas, on ne fait pas la politique dans un cadre hyper fermé. On considère toutes ces appréhensions, toutes ces interprétations. Et aujourd'hui, il me semble qu'il est en train de payer le prix de la priorisation de ce qu'il considère d'intérêt général au détriment de l'image, de son image et de l'image du parti. Bon, maintenant, est-ce qu'il a bien agi ou il a mal agi? Fondamentalement, il me semble que s'il est question, effectivement, question d'un sujet d'intérêt national qui relève de la haute discrétion ou alors tout simplement de la confidentialité d'État, forcément, on n'aura pas à en vouloir au professeur Maurice Kamto. Mais il fallait considérer la perception, la considération de son acte, l'interprétation à la fois par ses partisans et par ses